Bonjour à tous, bonjour Yann, Bonjour à tous, bonjour Boris. bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va vous faire un petit tour des solutions de sécurité Azure qui vous permettent de renforcer votre environnement on-cloud ou on-prem. À ce titre, on voulait démarrer avec un chiffre avec Yann, 25 jours. Eh oui, 25 jours. 25 jours, c'est selon une étude récente menée par la société Accurix, que vous pouvez retrouver derrière le lien qui s'affiche. 25 jours, c'est la durée moyenne de correction d'un problème de configuration dans un environnement cloud. Donc en moyenne, un défaut de configuration, un mauvais accès sur une VM, un service pass je sais pas, qui est exposé directement sur Internet, il faut 25 jours pour corriger ce défaut de configuration. Donc évidemment, 25 jours, c'est trop long. Ça implique tout un tas de risques d'un point de vue sécurité. Donc un de nos objectifs va être de pouvoir réduire ce temps de détection pour être plus proactif et aussi potentiellement automatiser certaines remédiations pour faire en sorte que on ait des délais beaucoup plus courts et qu'on passe à quelque chose qui est de quelques heures, voire automatiquement traité. C'est clair. Alors on y va. Du coup, on va vous proposer un petit tour en commençant par le pilotage de sa posture de sécurité, voir où on en est. Ensuite, agir, donc protéger vos workloads, protéger vos réseaux dans Azure. Et puis, étendre tout ça sur vos environnements on-prem ou d'autres fournisseurs de cloud. Ok, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Boris, ça peut être intéressant pour notre auditoire de bien comprendre l'écosystème Azure et où est-ce que se positionne la sécurité dans cet écosystème. Est-ce que tu peux nous rappeler ça rapidement? Alors, tu as raison. Si on vous parle de sécurité aujourd'hui, c'est évidemment que Microsoft est un acteur vraiment majeur dans le domaine de la cybersécurité. C'est d'ailleurs quelque chose aujourd'hui qui, en termes de commercialisation de solutions, nous rapporte environ 10 milliards par an. Donc ça repose sur deux piliers. Un, les moyens qu'on met sur le sujet en termes d'investissement R&D, d'équipe. Voilà, on investit plus d'1 milliard par an, c'est public. Et puis de l'autre côté, notre position d'exception qui nous permet de récupérer un maximum d'informations, de les analyser en vue de détecter les potentielles vulnérabilités, que ce soit sur le poste du client, à travers Windows, à travers les différentes solutions de XDR, notamment Microsoft Defender que l'on déploie. Et puis, de l'autre côté, ce qu'on va passer dans le réseau, sur les clouds privés qu'on opère, les clouds publics, Azure, et Bing aussi, puisque le moteur de recherche crawl en permanence l'ensemble des ressources de l'Internet public. Alors une fois qu'on a vu ça, par où on commence, Yann? Oui, c'est une question qui revient régulièrement dans la bouche de nos clients. C'est effectivement l'environnement Azure. On l'a vu, il y a plein de choses dans Azure. Par où on commence? Il y a évidemment, d'un point de vue sécurité, des choses qui vont être directement intégrées dans certains workloads, des fonctions de sécurité. Il va y avoir des choix d'architecture qui vont impliquer, qui vont avoir des conséquences sur la sécurité des environnements. Et puis, il va y avoir tout ce qui est run, environnement DevOps, déploiement continu, etc., qui va aussi avoir des impacts sur l'aspect sécurité. Donc tout ça peut sembler assez complexe de prime abord, et donc il y a toujours un petit peu de difficulté à savoir par où commencer, par quel morceau aborder le sujet de la sécurité Azure. Heureusement, on a pour cela un ensemble une littérature assez riche. Donc on atteint un niveau de maturité aujourd'hui assez intéressant sur le sujet. On va avoir un ensemble de recommandations, de guidance et de frameworks qui sont mis gratuitement à votre disposition et que vous pouvez exploiter pour mettre en œuvre, pour prendre les bonnes décisions d'un point de vue sécurité Azure et réduire ainsi les risques. Donc on va retrouver notamment l'Azure Security Benchmark, qui est l'ensemble de nos recommandations de sécurité. Donc ça, c'est la position de Microsoft. Donc des fois, il y a des bonnes raisons de ne pas les suivre, mais dans l'essentiel, dans la majorité des cas, c'est intéressant de pouvoir suivre ces recommandations. On va retrouver le Cloud Adoption Framework, qui est là plus en termes d'architecture, définir ce que c'est un environnement Azure, quels sont ses composants, ses règles de gestion, etc. Donc là, c'est tout ce qui va être la définition de landing zone. Donc là, le Cloud Adoption Framework, qui va bientôt s'enrichir sur la partie sécurité d'ailleurs, c'est quelque chose qui est important à s'approprier. Et puis ensuite, on va avoir à un niveau plus bas les Well Architecture Framework.
Donc là, ça va être tout ce qui est recommandation de mise en œuvre pour des workloads donnés. Quelle est la meilleure façon d'aborder une technologie déployée dans Azure. Alors maintenant, d'un point de vue technologie, on va retrouver différents composants dans l'écosystème Microsoft. Hein. Tu as abordé la partie XDR. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les composants techniques qui sont à notre disposition dans Azure? Tout à fait. Donc l'XDR, tu l'as mentionné, hein, l'Extended Detection and Response. Donc c'est notre solution logicielle Microsoft Defender qui a deux pendants. Le poste client, donc avec Microsoft 365 Defender, qui lui va à la fois analyser les risques potentiels derrière les emails avec les tentatives de phishing, les applications SaaS, leur type de connexion, et puis les identités qui sont utilisées par les utilisateurs. Et puis côté cloud, on va retrouver donc Azure Defender qui va analyser, détecter les vulnérabilités qui peuvent survenir tant sur les serveurs SQL que sur les virtual machines, donc les différentes VM dont vous disposez, les containers pour les services applicatifs. Et au-dessus de ça, donc on va pouvoir brancher Azure Sentinel, donc la solution de Security Incident et d'Event Management, qui va se nourrir des logs de la solution Microsoft Defender, que l'on peut aussi enrichir avec des logs supplémentaires, d'autres antivirus, d'autres firewalls du marché. On met à disposition plusieurs dizaines de connecteurs. Tout ça pour générer des alertes de sécurité qu'on va pouvoir, donc ça va vous permettre de monitorer l'ensemble de vos assets. C'est quelque chose qu'on peut faire tant au niveau du monitoring avec Azure Sentinel que au niveau de la protection et de la résolution avec Azure Defender, également sur vos environnements on-prem, donc c'est-à-dire les VM dont vous disposez dans vos propres data centers, ou sur les environnements d'autres clouds publics tels que AWS ou GCP. Donc quelque chose qui vous permet d'avoir une vue complète et relativement riche. Ouais, tout à fait. Bah, merci Boris. Effectivement, beaucoup de composants qui sont à prendre en compte. Donc là, on va se focaliser aujourd'hui plutôt sur la partie Azure Defender. On va pas parler de Sentinel, c'est un sujet à part entière. Il y a déjà eu pas mal de webinaires sur le sujet. Donc sur Azure Defender, ce qu'on peut dire aussi, tu parlais de multi-cloud et d'étendre un petit peu ce management plane Azure sur d'autres environnements. Alors c'est vraiment une tendance forte du moment, hein, et on va revenir dessus. C'est aussi quelque chose qu'on va développer sur l'IoT. Donc on a eu des investissements significatifs dans le monde de l'IoT depuis un an. On a acquis la société CyberX il y a un an maintenant, qui est maintenant une solution intégrée Azure qui s'appelle Defender for IoT. On a aussi acquis une société plus récemment qui est focalisée sur la sécurisation des firmware pour les réseaux industriels, pour les objets connectés. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'investissements aussi pour étendre cet environnement Azure sur d'autres environnements jusqu'au Edge et jusqu'à des objets type objets connectés qui sont par nature pas forcément directement liés à Azure. Alors, pour revenir à l'agenda, donc ça c'était une rapide introduction. La première partie qu'on va couvrir là, c'est tout ce qui est pilotage de la posture sécurité. Donc c'est la première étape. Hein, quand on veut sécuriser un environnement, au-delà des frameworks qu'on a vus, on va chercher à savoir où est-ce qu'on se situe d'un point de vue posture sécurité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les composants et les solutions et comment elles s'inscrivent dans l'écosystème? Bien sûr, donc on va avoir effectivement deux composants principaux. Le Cloud Security Posture Management, qui va nous permettre de vraiment durcir notre position, voir où est-ce qu'on en est. Et donc derrière ça, on va s'appuyer sur le produit Azure Security Center, qui nous permet d'avoir de la visibilité notamment sur notre Secure Score. Et puis à côté de ça, donc on va avoir la solution de Cloud Workload Protection, qui va nous permettre de protéger nos environnements hybrides avec le produit Azure Defender. Et ça de manière industrielle, encore une fois, sur tout type de VM, tout environnement. Alors, allons voir ce que ça donne au niveau du Security Center, Yann. Alors, pour trouver l'Azure Security Center, il suffit d'aller dans le moteur de recherche et de taper sécurité, puis vous aurez le Security Center. Si vous n'avez pas déjà le raccourci, et c'est pas bon, ça veut dire que vous l'utilisez pas. On arrive sur cette page, donc avec quatre zones.
donc le Secure Score, sur lequel on va aller zoomer, qui vous donne votre posture actuelle par rapport à l'ensemble de vos ressources en termes de situation et les recommandations associées. On va regarder ça. Le statut en termes de conformité par rapport aux différents standards, par rapport que ce soit PCI DSS sur les paiements, que ce soit sur le CIS ou sur les normes ISO que vous avez jugé nécessaire de supporter sur l'ensemble de vos ressources. La partie Firewall Manager qui est juste un renvoi en fait sur cette brique qui vous permet de facilement définir des stratégies et de les déployer au niveau de l'ensemble de votre pool de firewall, et la partie Azure Defender qui elle se concentre vraiment sur la protection et les alertes associées. Allons voir le Secure Score, Yann. Ouais, tout à fait. Alors, peut-être avant d'aller directement dans le Secure Score, c'est juste une petite note importante, c'est qu'on peut avoir un ensemble de souscriptions qui sont consolidées dans cette vue-là. Et ça, c'est important puisque généralement, on n'a pas qu'une seule souscription dans un environnement Azure, on peut en avoir des dizaines, voire des fois des centaines, voire des milliers pour les très gros environnements. Donc, c'est important de pouvoir filtrer ça. Donc, il y a un modèle airbag où on peut donner des accès à certaines populations et on peut, par exemple, s'il y a des responsables d'application qui travaillent sur une seule souscription, on peut leur donner la vue uniquement sur la souscription qu'ils ont en charge. Donc ça, c'est important, cette capacité de filtrer les souscriptions et de donner des droits et des permissions à Security Center va vous permettre de vous assurer que les bonnes personnes ont accès à la bonne information. Donc le Secure Score, évidemment, c'est un point fondamental. Ce Secure Score, c'est cette fameuse note qui vous est donnée sur vos environnements. Où est-ce que vous vous situez par rapport à nos recommandations? Donc ici là, on prend un tenant en particulier. Donc là, vous voyez que j'ai l'accès à 6 souscriptions. Si je prends ce tenant, enfin qui est en fait concrètement une souscription Azure, je clique dessus, je vais avoir ce score qui me situe par rapport aux recommandations Microsoft. Donc un ensemble de points qui ont été validés et de points qui restent à valider. Et associé à ce score, on va avoir des recommandations par catégorie avec leur impact potentiel sur le score. En gros, si je prends la première ici, j'ai pas de MFA activé sur des rôles un peu sensibles sur cette souscription. Si j'active le MFA, je vais améliorer mon score de 10 points, soit de 17%. Alors la petite astuce, Yann, c'est d'identifier facilement avec le petit éclair les recommandations sur lesquelles je peux agir immédiatement. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que dans les recommandations, on va en voir une dans les recommandations. Donc vous verrez parfois un petit éclair comme on voit là. C'est ce qu'on appelle le quick fix. C'est quand on a la possibilité de facilement vous donner une remédiation. Donc si on regarde ici une recommandation donc qui consiste à installer une solution de vulnerability assessment. Donc on a un descriptif, on a les étapes de remédiation qui sont suggérées. Donc on peut tout à fait le faire manuellement. Et on peut, si on a les permissions sur les ressources, ce qui n'est pas mon cas ici, appliquer en fait la recommandation directement. Donc ça, c'est des recommandations qui sont quasiment automatisables. Et on peut dire, pour toutes ces ressources-là, je clique sur Fix et automatiquement, il y a une solution de Vulnerability Assessment qui sera déployée sur ces ressources. Donc c'est toujours dans le but de vous aider à, le plus simplement possible, améliorer votre score. On peut aussi gérer ça de façon assez granulaire et dire, tiens, pour certaines ressources, je veux faire une exemption. Je veux dire, ces ressources-là, elles sont pas concernées par cette recommandation pour telle ou telle raison. Et on va de cette façon pouvoir tuner le Secure Score et avoir quelque chose qui soit plus personnalisé par rapport à votre environnement. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont intéressantes à prendre en compte. On va pouvoir aussi modifier les Azure Policy pour avoir aussi des choses qui sont un peu plus tunées. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes puisque ce score, c'est quelque chose qui va vous accompagner dans la durée. Donc tout le tuning qu'on va permettre est évidemment intéressant à exploiter. Et j'ajoute que l'ensemble en fait des recommandations peut aussi être exporté, peut aussi être partagé derrière de manière automatique sur un chat Teams, Slack. Tout à fait. Ça, c'est vraiment aussi, tu fais bien de le souligner, c'est un point qui est fondamental. On a la possibilité d'utiliser des workflows d'automatisation. Alors, on a le score peut être consommé via des API. Donc, vous avez des informations dans le portail. Donc, on peut tout à fait l'intégrer dans un autre portail. On a une application Power BI qui permet de les consommer. D'accord? Donc, ça, c'est si vous voulez, vous, de façon programmatique,
venir consommer cette information. Mais si vous voulez que l'information vienne à vous, on peut tout à fait créer des workflows d'automatisation et dire, dès qu'il y a une nouvelle recommandation, je veux être informé, ou je veux créer un ticket dans ServiceNow ou exécuter un script ou créer un espace, enfin créer des données dans un espace SharePoint. On peut imaginer un peu tout ce qu'on veut puisqu'on va utiliser Logic Apps pour faire ça. On va exécuter un playbook Logic Apps via ce biais. Donc là aussi, c'est toujours un moyen d'opérationnaliser le Secure Score. Et c'est évidemment quelque chose qu'on recommande plutôt que d'aller voir de façon régulière ce fameux dashboard. Super Yann. Du coup, maintenant, on va peut-être s'intéresser à comment on peut aller au-delà de ces recommandations, c'est-à-dire protéger vos ressources et avoir la capacité de recevoir des alertes. Oui, tout à fait. Alors, on a vu effectivement comment on pouvait mettre en avant des défauts de configuration, des choses qui sont pas conformes, des choses qui sont voilà, comment améliorer la posture sécurité, comme la sécurité de notre environnement. Mais on peut aller évidemment beaucoup plus loin au travers des fonctionnalités Defender et proposer de la protection embarquée dans les workloads. C'est donc ce qu'on a appelé tout à l'heure le Cloud Workload Protection. Et donc, c'est aussi un composant qui est vraiment important. Alors là, sur cette slide-là, vous avez euh, l'ensemble des technologies qu'on peut protéger avec les fonctionnalités Azure Defender. Alors c'est juste pour donner une vue globale. Donc il y a des choses qui sont disponibles en General Availability depuis déjà quelques temps. Ça touche notamment les VM évidemment, les scale sets, les clusters Kubernetes, les app services, tout ce qui est SQL, que ce soit de la base PaaS, la base managée ou des instances managées. Donc voilà. Et on a aussi des choses qui sont en public preview. Donc il y a beaucoup d'investissement et d'enrichissement sur ces capacités. On a notamment les bases open source qui sont couvertes maintenant en public preview, donc des choses intéressantes. La partie IoT qu'on a évoquée, qui est également en public preview. Et puis on a des choses qui vont concerner plutôt les fondations du management plane d'Azure, la partie réseau, la partie Key Vault, qui par nature a vocation à stocker des choses un peu confidentielles. Donc évidemment, c'est toujours intéressant de pouvoir protéger ces choses-là. La partie ARM, donc toutes les opérations qui sont demandées à Azure au travers d'ARM, on va pouvoir les monitorer. Et là, on a vraiment des choses intéressantes. La partie DNS aussi, qui est de plus en plus utilisée dans Azure. Donc là aussi, on va pouvoir amener des niveaux de protection sur le DNS. Donc rentrons maintenant un petit peu dans le détail de l'ensemble de ces, on va dire, de la valeur ajoutée qui est disponible au travers de ces protections. Le premier élément, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup souligner, j'en parle beaucoup à nos clients, c'est les alertes de sécurité. On l'a aperçu tout à l'heure dans l'interface. Azure Defender va vous remonter des alertes de sécurité. Il va vous remonter ce qu'on appelle les signaux qualifiés. Ça va être des alertes générées par Azure sur des activités autour de vos workloads. Ça peut être des activités connues comme étant malveillantes, des connexions venant de botnets, des connexions venant d'adresses IP qui sont taguées comme étant malveillantes. Ça peut être aussi des changements de comportement. Je me connecte à un compte de stockage alors que je m'y connecte habituellement que 3 fois par semaine. Là, je vais m'y connecter 10 fois dans l'heure. Donc, on a des moteurs de machine learning qui vont faire un apprentissage sur un usage habituel et mettre en avant des comportements anormaux. Et puis, on a des détections plus avancées aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Je vous encourage à regarder la page qui est derrière ce lien. Et vous y retrouverez en fait la référence des alertes qu'on va pouvoir détecter automatiquement dans la plateforme, sans que vous ayez à configurer des règles, sans que vous ayez à créer des règles custo dans Sentinel ou dans un autre SIEM. C'est des choses qui vont directement être évaluées et générées dans la plateforme. Donc si on regarde par exemple, je sais pas, au niveau on parlait tout à l'heure du Resource Manager. Sur Resource Manager, aujourd'hui, il y a des ensembles d'outils qui peuvent être utilisés pour générer des attaques sur Azure, pour collecter de la donnée sur Azure. Et toutes ces activités associées à ces frameworks, on sait les détecter. Donc, typiquement, c'est des choses qui sont très difficiles à faire vous-même et que là, on vous fournit directement dans la plateforme. Donc, vraiment, je vous encourage à regarder cette référence. Il y a beaucoup d'alertes qui sont très très utile à avoir puisqu'elle serait difficile pour vous à créer dans votre propre SIEM. Clair. Par contre, donc, on retrouve toutes ces alertes dans l'interface de Defender, c'est clair, mais tu évoquais le fait qu'on peut justement les remonter dans le SIEM. Comment on s'y prend?
Alors tout à fait. Effectivement, c'est des alertes qui sont gérées, qui peuvent être traitées dans Defender à part entière, hein. On a une gestion des incidents de sécurité dans Defender pour des gens qui n'auraient pas de SIEM, par exemple. Mais on peut tout à fait venir collecter ces alertes-là, qui, encore une fois, sont des signaux qualifiés, donc des choses qui nécessitent le regard d'un analyste sécurité. On peut les collecter par des API, on peut faire de l'automatisation avec les workflows qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc on peut imaginer plein de choses. Et pour nos clients qui utilisent Sentinel, qui sont de plus en plus nombreux, on a un connecteur natif qui permet évidemment d'aller collecter ces alertes-là et les intégrer dans l'interface de Sentinel. Donc vraiment, dans beaucoup de cas de figure, juste cette capacité de générer des alertes, des signaux qualifiés, et pour beaucoup de clients, une valeur ajoutée énorme offerte par Defender. Donc quelque chose à regarder en priorité. Deuxième aspect, c'est tout ce qui va être protection des VM, donc ce qu'on appelle Azure Defender for Servers. Donc on peut activer les fonctionnalités Defenders sur les VM. Et là, on va amener un niveau de protection intéressant sur les VM, notamment au travers on embarque dans ce licensing-là un droit d'usage de Microsoft Defender for Endpoint, donc notre solution d'EDR. Donc ça permet de déployer un EDR sur des VM Windows ou sur des VM Linux. Ça permet aussi de faire du Just-in-Time VM Access, donc de contrôler à la demande les accès aux VM au travers du réseau de management Azure. Donc ça, c'est aussi un moyen de réduire la surface d'attaque sur ces VM. On va aussi faire de l'inspection applicative. On est capable de vous suggérer en gros des whitelists pour les serveurs Windows et Linux. Donc, on va vous dire, tiens, il y a tel et tel binaire qui sont utilisés. Il serait intéressant de générer des whitelists là-dessus. Même chose sur la partie réseau. Donc, on va faire de l'analyse comportementale en fait des VM pour vous suggérer des durcissements. Donc, voilà, tout un tas de choses intéressantes. En plus des détections qu'on a évoquées sur la slide précédente, qui sont aussi qui peuvent aussi cibler les VM. Donc des choses vraiment vraiment intéressantes. En plus de ça, on va avoir des fonctionnalités de vulnerability assessment sur les VM. Donc on a un partenariat avec Qualys. Donc on va pouvoir embarquer l'agent Qualys qui va en fait faire cette détection-là, donc avec le moteur Qualys, qui est bien connu, et vous remontez dans l'interface d'Azure Security Center toutes les vulnérabilités, tous les binaires vulnérables qui auraient été identifiés sur vos VM et qui nécessiteraient un patching. Donc ça, c'est des choses qui sont généralement complexes à réaliser par vous-même. On s'appuie souvent sur des outils tiers pour faire ça. Là, dans les fonctionnalités Azure Defender pour serveur, vous avez ça qui est disponible. Vous avez aussi la possibilité de faire ce vulnerability assessment pour des images de conteneurs. Donc, si vous stockez des images de conteneurs dans des registries dans Azure, vous allez pouvoir aussi les scanner, toujours avec la technologie Qualys, et mettre en avant des vulnérabilités qui seraient présentes dans la définition de vos conteneurs. Aussi des choses intéressantes. Et la solution Azure Defender pour SQL, donc spécifique à vos environnements SQL, que ce soit des environnements managés ou non. Donc, il va reposer en fait sur deux volets. La capacité à faire un audit de sécurité avancé sur la partie SQL pour détecter tout défaut de configuration. Typiquement, un bon exemple, c'est l'absence de sécurisation du compte SA. Et puis, notre capacité à analyser, détecter des comportements anormaux, voire malveillants, autour de vos environnements SQL. C'est quelque chose que vous allez voir aussi déployé sur les environnements on-prem ou multi-cloud grâce à la technologie Azure Arc. On y reviendra à la fin. Comptes de stockage, il y a beaucoup d'activités malveillantes autour des comptes de stockage. On a beaucoup parlé notamment d'attaques sur des buckets S3 qui étaient accessibles publiquement dans l'écosystème Amazon. Évidemment, sur Azure, on a le même type de risque. Hein. Dès qu'on va ouvrir sur Internet des comptes de stockage, potentiellement, on peut s'exposer à des activités malveillantes. Donc là aussi, toujours intéressant d'avoir cet alerting spécifique aux comptes de stockage. J'ai des changements de comportement, j'ai des connexions depuis des IP qui sont connues pour être malveillantes. Et là aussi, on va pouvoir, sans complexité pour vous, pouvoir vous donner des signaux qualifiés par rapport à l'activité autour de ces comptes de stockage. Donc encore des choses qui vous permettent, à moindre effort, d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe autour de vos comptes de stockage.
Les clusters Kubernetes, donc évidemment, ça c'est quelque chose qui est de plus en plus déployé chez nos clients. Donc là aussi, on a sur les environnements Kubernetes spécifiques, donc notamment dans AKS, mais on le verra potentiellement dans des clusters qui sont hors Azure, la possibilité de vous remonter des recommandations de durcissement de vos clusters, de faire de la détection toujours d'alerte sur des activités malveillantes ou suspectes, et puis d'auditer un petit peu les politiques d'accès à vos clusters Kubernetes. Donc là aussi, un niveau de fonctionnalité intéressant sur les environnements Kubernetes. Donc passons maintenant sur le chapitre autour de la protection des réseaux dans Azure. Donc évidemment, le réseau, la segmentation, la micro-segmentation, c'est des aspects qui sont évidemment importants quand on parle de sécurité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Boris, est-ce que tu peux nous rappeler les principaux changements de paradigme liés à l'utilisation du cloud? Tout à fait. Alors, il y en a deux principaux. C'est l'introduction du modèle Zero Trust. On sort du monde qu'on pourrait trouver sur le on-prem. Je sécurise l'intérieur, et puis tout ce qui est l'extérieur est considéré comme une menace potentielle. En fait, les frontières sont beaucoup plus brouillées aujourd'hui avec les employés qui apportent leurs propres terminaux, les connexions à distance multiples. Donc, on passe sur une logique d'analyser systématiquement à chaque connexion le contexte, l'identité, le terminal, la ressource demandée, pour être en capacité d'autoriser ou de refuser chacune des connexions. Le deuxième changement principal, c'est la notion de Network as a Service ou as a Code. Concrètement, pour déployer un VNet, configurer une partie de votre réseau, vous allez vous rendre sur l'interface Azure, ou bien utiliser les API mises à votre disposition, ou bien même introduire des notions de script ou d'automate compatible avec Terraform par exemple, pour déployer l'ensemble de votre environnement, vos VM, mais aussi toute la partie réseau très facilement. Bon, cette sécurisation, elle vaut de bout en bout, de la VM jusqu'au Edge, et puis c'est l'ensemble de ces capacités est complètement disponible dans l'ensemble des régions Azure qui couvrent l'échelle de la planète. Tout à fait. Alors, en filigrane de ce que tu viens d'évoquer, il y a quand même des choses qu'on a déjà évoquées dans la première partie, qui sont la vélocité d'un service dans Azure. La fréquence des changements va s'accroître dès qu'on travaille sur des technologies cloud. Donc évidemment, ça amène certaines complexités d'un point de vue réseau. Alors des fois aussi des bénéfices, mais c'est important de prendre ça en compte puisqu'on n'est plus sur du déploiement de devices et d'appliances hardware. On est sur des choses qui sont définies en mode software. Donc forcément, ça nécessite de changer un petit peu d'approche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différents composants qui nous permettent de mettre en œuvre ce changement de paradigme? Yes. Donc, je vais commencer par la droite. Donc, on va retrouver la capacité, les éléments en fait qui vous permettent de software defined network. Donc, l'intégration de VNet, donc qui est une best practice pour effectivement être en capacité de segmenter son réseau, d'étanchéifier les différentes parties et de limiter la capacité à faire des attaques latérales. Ensuite, on va retrouver les Network Security Groups qui introduit la capacité de faire des filtrages de base sur l'ensemble de vos configurations réseau, enfin de vos VNet. Azure Firewall, qui est une brique qui permet de faire un filtrage plus avancé, on va y revenir. Web Application Firewall, là on remonte dans les couches côté service, lui qui va être plutôt concentré sur justement être en capacité de bloquer les attaques du top 10 du référentiel OWASP, type injection SQL. Et puis la solution DDoS Protection avec l'introduction du niveau standard justement qui elle vraiment se concentre sur la capacité à garantir la disponibilité de l'ensemble de vos ressources. Ouais, tout à fait. Donc des choses, un panel assez riche de fonctionnalités qui sont intégrées dans la plateforme. Là, on va nous se focaliser sur la partie firewall et sur la partie DDoS. On n'a pas le temps aujourd'hui de couvrir les autres aspects. Peut-être une petite note intéressante sur la partie VNet intégration. On parle de plus en plus de privatisation des services PaaS. Donc là, c'est des choses qui sont possibles aujourd'hui via les private links, private endpoint. Donc c'est des choses aussi qui peuvent redéfinir un petit peu le schéma de segmentation. Donc commençons par la partie firewall. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que propose Azure en termes de solution de firewall? Alors le firewall, c'est une solution bien connue qui vous permet d'établir du filtrage sur le trafic entrant ou sortant sur la base des IP, des ports ou des noms de domaine typiquement.
On va retenir quelques points importants sur la solution Azure Firewall. Le premier, c'est sa haute disponibilité. Donc c'est un service que vous pouvez activer en quelques clics et qui est voilà, très facilement déployable et d'ailleurs qui s'intègre très bien avec la logique d'infrastructure as a code. On en a parlé. Quelque chose, encore une fois, que vous pouvez déployer très facilement avec des automates Terraform ou des scripts pour automatiser ces séquences. Et puis le deuxième, c'est la scalabilité. Aujourd'hui, vous allez avoir 1000 connexions. Demain, vous en avez 10 000, vous avez un pic d'activité. C'est quelque chose qui est complètement transparent avec Azure Firewall, qui est complètement en capacité d'absorber ce trafic. Enfin, vous allez avoir l'ensemble des informations d'ailleurs apparaissent dans les logs. La petite astuce, c'est de taguer correctement en utilisant les tags FQDN ou Azure l'ensemble de vos règles. Car c'est quelque chose que vous allez dont vous allez pouvoir bénéficier soit pour l'analyse de vos logs, soit pour faire évoluer ou automatiser vos règles. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que cette intégration à la plateforme, elle est essentielle. Il y a aussi des fonctionnalités appelées Azure Firewall Manager qui vont nous permettre de gérer au travers un jeu central de règles une flotte de firewall. Donc on peut tout à fait dans des environnements complexes et étendus aller gérer des dizaines d'Azure Firewall au travers d'une console centrale. Donc ça aussi, c'est des choses qui permettent de passer à l'échelle plus simplement sur les technologies de filtrage. Alors Azure Firewall avait jusqu'à présent certaines limites. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des fonctionnalités apportées par la version premium? Tout à fait. Donc la version freemium qui a été introduite récemment et qui est maintenant en public preview. Donc il y a 4 nouveautés principales. L'inspection TLS qui va être en capacité d'analyser le trafic chiffré. C'était quelque chose qui était bien entendu très attendu puisque ça représente une part très significative du trafic. On va avoir l'introduction de l'IDPS, donc la capacité sur la base de signature de détecter certaines intrusions au niveau du firewall. L'URL filtering qui découle, enfin les évolutions sur l'URL filtering qui découlent aussi de l'introduction de la solution d'inspection TLS, qui vont être capables d'aller plus loin sur les règles que vous allez appliquer sur le filtrage. Le bon exemple pour moi, c'est si vous cherchez aujourd'hui, vous autorisez une connexion depuis un nom de domaine, vous aviez cette possibilité. Demain, en fait, grâce à cette version, vous pouvez aller plus loin puisque vous êtes en capacité de définir directement un chemin particulier et non pas d'autoriser l'ensemble du domaine à se connecter. Et puis le dernier qui va faciliter la vie plutôt des administrateurs, bien c'est l'introduction de la mise à disposition de catégories web, donc qui vous permettent en quelques clics d'appliquer immédiatement un filtrage sur un set de sites qui sont liés soit aux jeux d'argent, soit aux réseaux sociaux et compagnie. Ouais, tout à fait. Donc des choses qui changent un petit peu la donne d'un point de vue capacité technique et qui font aujourd'hui d'Azure Firewall, dans cette version premium, un candidat idéal, notamment dans une architecture OpenSpock, pour aller centraliser le contrôle du trafic. Donc vraiment des choses intéressantes qui ont été introduites. Donc c'est, comme tu l'as dit, aujourd'hui en public preview. On vous encourage à le tester. Alors l'inspection TLS nécessite un petit trafic sur la gestion des certificats, etc. Donc ça nécessite un petit effort, mais les bénéfices sont assez évidents puisque on l'a dit, ça peut se déployer en infra as code, c'est scalable automatiquement, donc c'est des choses qui sont quand même des avantages compétitifs très intéressants pour nos clients. Intéressons-nous maintenant aux attaques de déni de services distribués, donc les fameuses attaques DDoS. Et on a voulu souligner, passer un petit peu de temps sur le sujet parce qu'on a une multiplication de ces attaques-là, y compris en France. On a à ce sujet publié des chiffres en début d'année sur ce qu'on a pu observer en 2020 et ce qui ressort un peu de ces chiffres-là. Donc on a extrait quelques données là, mais on vous encourage à aller voir le rapport complet. C'est une augmentation depuis la pandémie du nombre d'attaques qui ont été observées sur nos infrastructures. Donc ça, c'est un premier aspect important. Il y a de plus en plus d'attaques DDoS. Donc c'est évidemment un accroissement de la probabilité d'occurrence d'un incident de ce type-là sur vos infras exposés sur Internet. Le deuxième aspect, c'est dans la nature de ces attaques-là, on a pu observer une diminution de la durée des attaques. Donc on a maintenant une majorité d'attaques DDoS qui durent moins de 10 minutes. Alors ça, c'est rendu possible par le fait qu'il y a des marketplaces sur le dark web permettant d'aller à la demande générer des attaques.
mais on a des attaques qui sont de plus en plus courtes. Et donc, des attaques courtes induisent que une activité manuelle, une action manuelle pour se protéger de ces attaques-là devient quasiment inopérante. Donc, il faut des mécanismes automatiques, il faut des mécanismes qui vont filtrer automatiquement ce trafic-là, détecter quand une attaque a lieu et appliquer le bon niveau de filtrage. Donc ça aussi, c'est une tendance forte. Il faut être bien préparé par rapport à ça. Donc Microsoft dispose d'une solution qui protège ses infrastructures, qui s'appelle Azure DDoS Protection Basic, qui est en gros qui a vocation à protéger nos data centers. Donc les seuils de déclenchement des protections sont les seuils de nos data centers. Donc il y a de fortes chances que si on subit une attaque qui déclenche ces seuils-là, vos ressources, elles, seront indisponibles depuis longtemps. Donc si vous voulez protéger vos ressources spécifiques, donc avoir des seuils qui sont spécifiques à vos applicatifs, à vos services, là, il faut s'appuyer sur la version dite standard d'Azure DDoS Protection, qui apporte un certain nombre de bénéfices. Donc le premier, c'est que c'est intégré au réseau Azure, donc vous n'avez pas besoin de rediriger le trafic, de mettre en œuvre des choses complexes. C'est intégré nativement dans le réseau Azure, donc c'est juste des fonctionnalités à activer. Le deuxième aspect, c'est qu'on a un apprentissage automatique de votre trafic qui va nous permettre en fait de définir, d'ajuster automatiquement des seuils en fonction de ce qui est observé concrètement autour de vos applications. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, puisque ça veut dire que ça va vous décharger d'une partie de l'administration de ces seuils-là. Donc en gros, vous n'avez rien à faire. Vous activez le service et il va automatiquement s'adapter à vos applications. Vous allez pouvoir observer ce seuil-là et voir un petit peu où est-ce qu'il se situe et comment il évolue. Mais c'est des choses qui vont être automatiquement tunées par le service pour vous. On a évidemment des métriques qui vont être remontées sur le service pour voir les tendances, les types d'attaques qu'on va bloquer. Est-ce qu'on a dépassé le seuil qui amène un filtrage, quel type d'attaque on a pu filtrer, et vous allez pouvoir piloter ça. On a notamment un dashboard qui est disponible dans GitHub qui vous permet de gérer ça de façon centrale. Donc ça peut être intéressant. On peut tout à fait aussi utiliser de l'automatisation. Dire, je sais pas, si on a passé un certain seuil, si la protection a été déclenchée, je veux déclencher un workbook, je veux exécuter, je sais pas, notifier une équipe sécurité, je veux envoyer un rapport, ou je veux même automatiser, je sais pas moi, des remédiations dans les services. C'est tout à fait possible par cette intégration à Azure Monitor. Vous avez aussi un canal d'escalade privilégié au support pour pouvoir vous aider au cours de ces attaques-là. Donc très rapidement, on va pouvoir vous aider par cette approche de rapid response qui, séparé des Azure DDoS, peut coûter relativement cher. Là, c'est intégré dans le service. Et enfin, le dernier point, c'est une protection au niveau des SLA et des coûts. Donc si vous avez des ressources qui scalent automatiquement et qu'elles sont amenées à scaler au cours d'une attaque, on va vous protéger sur le surcoût généré par cette scalabilité. Donc ça aussi, c'est un aspect important. Un autre aspect aussi qui est pas forcément très bien connu, mais c'est quand vous protégez une ressource avec Azure DDoS Protection Standard, si cette ressource a la fonctionnalité Azure WAF que tu as évoqué, Boris, tout à l'heure, cette fonctionnalité Azure WAF va être discountée à 100%. D'accord? Donc ça veut dire qu'en gros, Azure WAF devient gratuit. Alors application, toutes les technologies de reverse proxy que vous allez mettre devant, elles sont pas inclus. Donc Application Gateway, par exemple, vous devrez payer pour Application Gateway, mais la fonctionnalité Azure WAF, elle va être discountée à 100%. Donc dans certains cas de figure, dans certaines architectures, ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, donc des fonctionnalités importantes à connaître. Une mise en œuvre qui se fait littéralement en 5 minutes. On crée un plan DDoS, on affecte le plan aux ressources à protéger et on est protégé. D'accord? Donc après, le monitoring, le tuning peut nécessiter un petit peu plus de travail, mais la mise en œuvre de la protection, ça se fait vraiment en quelques clics. Très complet. Donc, on a vu, effectivement, on a fait le tour des solutions réseau, Yann. On a vu Azure Firewall Premium. On a vu DDoS standard. Maintenant, ça peut être intéressant de regarder comment on peut étendre ça sur les autres environnements hybrides et multi-cloud. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu en filigrane de nos différents sujets, notamment au début et sur la partie Azure Security Center. Le multi-cloud et l'hybride, c'est vraiment des sujets qui sont au cœur de notre stratégie.
Alors, Azure Arc, c'est relativement récent, hein. C'est quelque chose qu'on a annoncé il y a quelques mois seulement. Mais il y a beaucoup d'évolutions. Il y a encore beaucoup de choses à venir. Il y aura des annonces notamment à la fin du mois sur des nouveaux services supportés par Azure Arc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre stratégie. L'hybride et le multi-cloud sont fondamentaux pour Microsoft aujourd'hui. Donc, intéressons-nous un petit peu à ce que Arc peut apporter d'un point de vue sécurité, puisque c'est le sujet de notre session. Alors, quels peuvent être les bénéfices d'Azure Arc dans un environnement où on cherche à améliorer la sécurité, à réduire les risques et les défauts de configuration? Le premier élément, c'est Azure Arc va nous permettre d'avoir, au travers d'un management plane unique, qui est celui d'Azure, la gestion de ressources qui vont être hors d'Azure, qui peuvent être on-prem ou qui peuvent être dans d'autres clouds publics. Donc le premier élément, c'est de pouvoir identifier l'ensemble de ces ressources dans une vue centralisée. D'accord? Donc ces ressources-là vont être, on va pouvoir naviguer dedans au travers de Azure Resource Graph. On va pouvoir regarder les inventaires dans Security Center dans une vue unifiée. Donc ça, évidemment, en termes de gestion, c'est quelque chose qui est super intéressant. On va pouvoir aussi associer à des ressources des tags Azure. Donc on va pouvoir, pour le cycle de vie de ces assets-là, ça va nous simplifier la tâche. On va pouvoir associer, je sais pas, des sensibilités, des équipes, des business units, des applications à nos ressources Azure et à nos ressources hors Azure. Donc on a une vue unifiée. On va pouvoir gérer des rôles et des permissions. On a une association avec des ressources groupes dans Azure. Donc on a toujours cette approche Airback qui reste pertinente. Et puis, ce qui va nous intéresser un petit peu plus d'un point de vue sécurité, c'est qu'on va pouvoir étendre le management de ces ressources-là, notamment avec des solutions de sécurité comme Azure Defender, comme l'agent Log Analytics pour Azure Sentinel ou le Vulnerability Management avec Qualys. Et c'est ça qui nous intéresse un petit peu plus particulièrement aujourd'hui. Donc, vue unique sur l'ensemble des ressources, Azure et hors Azure. Donc, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, que tu nous as décrit sur la partie Secure Score, recommandations, on va les retrouver pour ces ressources qui sont hors Azure. Donc ça, évidemment, c'est intéressant. Ce Secure Score, donc pour piloter où est-ce qu'on se situe d'un point de vue configuration par rapport aux best practices. Tout ce qui va être conformité. Est-ce qu'on est conforme PCI DSS on-prem et dans d'autres clouds? Est-ce qu'on est aligné par rapport à, je sais pas, des initiatives qu'on aura créées spécifiquement pour notre environnement? Là aussi, pour encore une fois simplifier la tâche des gens qui gèrent la conformité de vos environnements. La gestion des assets, j'en ai parlé, mais c'est quelque chose qui au quotidien et simplifie vraiment la vie de nos administrateurs. Et puis, pour tout ce qui va être protection des workloads, on va avoir l'alerting qu'on a vu tout à l'heure, qui va là aussi toucher directement nos ressources hors Azure. Et puis tout ce qui va être vulnerability assessment, donc avec l'agent Qualys qu'on va pouvoir installer sur ces ressources-là. Et puis évidemment sur les machines VM type Linux et Windows, on va pouvoir aussi porter les services type Microsoft Defender for Endpoint sur ces ressources-là pour avoir un EDR et évidemment aller un petit peu plus loin dans le traitement des menaces. Alors, c'est super complet, encore une fois. Pour le déployer, par contre, c'est finalement assez rapide. Oui, effectivement, ça peut sembler un peu théorique comme ça, mais on va le voir en pratique, c'est très très simple. Donc Azure Arc, dans le portail Azure, il suffit de taper Arc et vous allez tomber sur l'ensemble des services, enfin la blade dédiée à Azure Arc. Donc dans cette blade, vous allez retrouver différentes fonctionnalités sur lesquelles on ne viendra pas ici. Il y a eu dans la partie service, il y a des choses qui ont été annoncées récemment et qui là aussi sont vraiment vraiment intéressantes d'un point de vue multi-cloud et scénario de portabilité des services hors d'Azure. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect infrastructure. Donc, on va pouvoir déployer Azure Arc sur des serveurs, donc des machines virtuelles ou des serveurs physiques, sur des clusters Kubernetes. Donc ces deux-là sont en GA, donc ça peut être utilisé en production dès aujourd'hui. SQL Server, c'est en preview pour encore quelques semaines, mais très rapidement ça va passer GA. Et donc pour les serveurs, donc là j'ai déjà onboardé un serveur Linux, un serveur Windows sur cet environnement. J'ai fait ça tout à l'heure en préparation de notre démo, mais pour onboarder un serveur, on va le voir, c'est très simple. Je vais ajouter un serveur. Alors on peut le faire sur un serveur individuel. Et on aura un petit process assez astucieux d'identification où on peut le faire sur une multitude de serveurs et dans ce cas-là on va utiliser un service principals dans Azure pour aller créer ces objets-là en masse. Mais si on s'intéresse à cette approche la plus simple, donc là on a quelques prérequis qui nous sont listés. On va définir le ressource group
auquel on va associer notre serveur, une région Azure, un système d'exploitation. Donc là, je vais prendre un système d'exploitation Linux. On va définir des tags pour le cycle de vie de cet objet-là dans Azure. Donc on peut lui associer des sensibilités, des équipes en charge, enfin tout ce qui peut vous intéresser en termes de tags, et qui vont accompagner cette ressource-là au cours de sa vie. Et puis ensuite, ben voilà, ça nous génère automatiquement un script qu'on va pouvoir exécuter sur la VM pour onboarder cette VM-là. Et donc ce script, il va télécharger un mini-agent, l'installer, rattacher cet agent-là à notre infrastructure, et on est bon, on a notre VM qui est directement intégrée dans Arc. Donc on va se retrouver avec une situation où on aura un serveur, en l'occurrence là un serveur Linux. Donc on a des informations sur le serveur, on a du monitoring, des suivis de version d'OS, etc. Et puis on va avoir, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va embarquer les fonctionnalités de sécurité. Donc là on le voit, comme j'ai les fonctionnalités d'Azure Defender qui sont activées sur mon environnement, eh bien j'ai des recommandations qui sont centralisées dans Security Center. Et donc, une de ces recommandations, c'est d'installer notre solution de Vulnerability Assessment, donc en l'occurrence l'agent Qualys. Et là, on va le voir en quelques clics, je peux, depuis Arc, aller pousser, donc fixer cette recommandation, appliquer cette recommandation, et pousser l'agent Qualys. Donc, c'est un moyen pour nous d'aller déployer d'autres ressources, d'autres services de sécurité, sans avoir à passer par des process, par du scripting, par des choses complexes et de l'infrastructure as code. On peut, depuis Arc, aller pousser ces services-là et bénéficier de la valeur du cloud. Donc, on arrive à la fin de ce tour relativement complet de nos solutions de sécurité. Donc, on a commencé à s'intéresser à consulter votre posture de sécurité en consultant le Secure Score sur l'Azure Security Center. Ensuite, on s'est intéressé à comment protéger vos ressources grâce à Azure Defender. On a regardé également comment protéger votre réseau grâce à Azure Firewall Premium et assurer sa disponibilité constante grâce à des DOS standards. Et enfin, on s'est intéressé au fait de comment étendre ce pilotage et cette protection sur l'ensemble de vos environnements hybrides et multi-cloud. Donc, il est temps de conclure pour nous. Oui, tout à fait. Donc, si on devait, si vous deviez retenir que quelques éléments de cette session, c'est notre objectif, enfin votre objectif doit être aujourd'hui de réduire le délai moyen de 25 jours qu'on a évoqué en introduction. 25 jours pour corriger un défaut de configuration, c'est évidemment beaucoup trop long. Pour ça, vous avez des moyens à votre disposition dans l'écosystème Azure. Security Center et le Secure Score, c'est gratuit, ça fait partie de la plateforme. Utilisez-le. Vous pouvez consommer cette information de façon continue. Donc, il est important d'opérationnaliser ce Secure Score, d'en faire un KPI structurant de la situation de votre sécurité dans Azure. Deuxième élément, il y a plein de solutions de sécurité natives dans Azure et dans la plupart des cas, elles seront sans doute beaucoup plus simples à déployer, y compris en infra as code, et très certainement moins chères à l'acquisition et moins chères à l'opération. Donc ça aussi, c'est des aspects qui sont importants à prendre en compte. DDoS standard est un excellent exemple. Et puis l'autre aspect, c'est évidemment le multi-cloud et l'hybride. C'est un point important de notre stratégie. Donc, commencez dès aujourd'hui à regarder Azure Arc et à imaginer des scénarios où vous pouvez étendre ce management plane d'Azure, dont la richesse est aujourd'hui assez incontestable, pour piloter des ressources qui ne sont pas dans Azure. C'est clair. Et pour vous aider dans cette démarche, donc on a compilé différents liens et ressources qu'on a jugés utiles avec Yann sur une page souhait que vous retrouverez derrière l'URL qui s'affiche. Il est temps de conclure. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention aujourd'hui. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Bonne journée, Yann. Merci Boris, bonne journée à tous et puis on reste à disposition pour répondre à vos questions pendant quelques minutes. À bientôt. À bientôt.